Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine avec le code CALISTO. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec la ville de Paris et bien évidemment l'Association française d'astronomie qui édite la revue Ciel et Espace. Bonjour Sarah Antier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes Sarah, astrophysicienne, astronome adjointe au laboratoire Artemis de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Vous êtes aussi l'instigatrice du réseau Grand Mât qui a pour objectif de détecter, caractériser les contreparties visibles des sources d'ondes gravitationnelles. Et c'est évidemment d'ondes gravitationnelles dont nous allons parler aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai amené un numéro de Ciel et Espace qui comprend cette annonce extraordinaire faite. Alors, il y a déjà un petit bout de temps, puisque c'était en mars 2016, il y a un peu plus de 7 ans. Et dans ce numéro donc qui s'intitulait La Nouvelle Astronomie, nous racontions que l'histoire retiendra justement le 14 septembre 2015. C'était à 11h50 et 45 secondes, heure de Paris exactement, où une ondulation de l'espace-temps a touché la Terre, mais surtout, pendant un très très court instant, cette distorsion de l'espace-temps a été enregistrée aux États-Unis par 2 bras perpendiculaires d'un interféromètre laser, dont l'un s'est allongé et l'autre s'est raccourci. Alors pas de beaucoup, d'une longueur 1 milliard de fois plus petite que le diamètre d'un atome. Et c'est cette détection-là qui a été annoncée quelques semaines plus tard. Est-ce que vous vous souvenez du moment? Alors, je crois que c'était le monde entier a connu cette information exactement, parce qu'on va être précis, le 8 février 2016. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Mais oui, j'étais donc à l'heure actuelle, j'étais dans la dernière année de thèse. Et donc, j'étais dans le laboratoire au CEA d'astrophysique. Et donc, eh bien, on est tous conviés à cette annonce. Donc, moi, je travaillais pas dans les ondes gravitationnelles à ce moment-là. Et on s'attendait à des résultats, mais on voulait savoir pourquoi. Et je me souviens que toute l'équipe Haute Énergie s'est réunie autour de l'annonce. Donc, on avait d'un côté l'annonce en anglais. Et puis, de l'autre côté, il y avait le CNRS et mes collègues français qui annonçaient. On essayait de suivre les deux. Et c'était vraiment un très gros moment. Ouais. Un très grand moment. On a d'ailleurs très peu relayé en France à ce moment-là, parce qu'il y avait un remaniement ministériel. Plus personne ne se souvient de qui était le ministre ou le nouveau Premier ministre qui était annoncé, mais on avait l'impression que c'était une annonce aussi exceptionnelle que celle qui, en 1995, annonçait les exoplanètes, les planètes tournant autour d'autres étoiles. Vous avez eu ce sentiment-là qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel ? Oui, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. Alors au début, on est à cet événement, c'est comme être à Noël, quoi. On se dit qu'est-ce qui se passe, et puis ensuite on cherche à comprendre cette physique, parce que il y a marqué la nouvelle astronomie, mais nous on était astrophysiciens. Qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle astronomie ? Parce qu'avant cette détection, on ne détectait pas des phénomènes astrophysiques avec ce type de détecteur. On va peut-être en reparler. Donc du coup, tout d'un coup, ce monde de physiciens des ondes gravitationnelles est plongé dans l'astrophysique. Donc, ça nous interpelle. Donc voilà, et au fil des mois, en fait, je pense que la communauté d'astronomie a digéré
Et c'est là que j'ai décidé, je veux aller dans cette branche et apporter ma contribution en tant qu'astrophysicienne. Alors, les outils impliqués, on peut en parler tout de suite. C'est un détecteur américain qui s'appelle LIGO, et puis qui sera suivi plus tard d'un détecteur européen qui s'appelle Virgo, qui est installé en Italie, qui est une installation, pour les deux d'ailleurs, complètement exceptionnelle. Vous nous rappelez juste comment ça marche, en fait, ce télescope ou ce détecteur d'ondes gravitationnelles. C'est un exploit technique, mais quel est le principe ? Oui, donc déjà les ondes gravitationnelles, peut-être il faut un peu rappeler qu'est-ce que sont les ondes gravitationnelles. Absolument, très bonne idée. Donc évidemment, ce ne sont pas de la lumière, c'est un autre messager du cosmos. Et en fait, elles ont été prédites par la relativité générale d'Albert Einstein, qu'il écrit dans sa relativité générale dans son article de 1916. Et au début, en fait, Albert Einstein, il doute si ces ondes gravitationnelles, qui sont en fait des oscillations de l'espace-temps, est-ce qu'elles existent ou pas? Est-ce que c'est un artefact ou un changement de coordonnées dans la relativité générale? Est-ce qu'elles sont physiques? Donc on est en 1916 et on se demande ça. Et c'est que dans les années fin des années 60 qu'on se rend compte que ces ondes gravitationnelles, ces oscillations de l'espace-temps, en fait, sont physiques et que si elles sont physiques, comment on va les détecter? C'est un peu ça la naissance. Et donc d'une théorie, on arrive à un défi expérimental. Donc, en fait, c'est d'abord une idée, d'abord dans les équations. C'est pas simple de s'imaginer ce que veut dire l'espace-temps. Même comment vous le représentez, comment vous expliquez? Oui, donc c'est assez compliqué de comprendre cette notion d'espace-temps, mais c'est en gros l'espace et le temps sont reliés. Et qu'est-ce que ça veut dire oscillation de l'espace-temps? En fait, on se demande, En fait, déjà, on se dit, l'espace-temps, en fait, il n'est pas plat. Imaginons déjà un espace à 2 dimensions, c'est, on va dire, une feuille maintenant, mais un axe qui est une des coordonnées de l'espace et puis un autre axe qui est le temps. On voit, bon, il est plat. Maintenant, on se dit, l'espace-temps, il va être courbé. Bon, mais alors pourquoi il est courbé? Qu'est-ce qui courbe l'espace-temps? Eh bien, c'est la matière et des objets assez compacts qui, en bougeant, vont courber cet espace-temps. Grosso modo, moi j'ai un fils, c'est-à-dire qu'on imagine le trampoline, l'espace-temps qui est élastique, et puis si mon fils va sur ce trampoline, on est d'accord, le trampoline va être courbé. Eh bien, c'est tout simplement... Donc, désolée pour mon fils, mais bon, mon fils étant l'objet compact, l'objet massique astrophysique, et puis il va courber cet espace-temps en bougeant. Et on se rend compte qu'en bougeant, si on prend par exemple cette fois-ci 2 billes sur une surface un peu élastique, elles vont peut-être se rencontrer et ensemble courber à nouveau l'espace-temps. Mais comme les événements astrophysiques d'avant avaient déjà un peu courbé l'espace-temps, elles vont être amenées, si vous voulez, à déjà évoluer sur cet espace-temps qui est déjà un peu cabossé. Et donc, on a cette relativité générale qui dit que les masses vont travailler, en fait, modifier cette courbure de l'espace-temps, mais c'est cette courbure de l'espace-temps qui amène les masses à se rencontrer. Vous voyez, donc il y a cette va-et-vient, voilà. Et donc c'est en ayant la rencontre, par exemple, de ces masses qu'on va créer des petites oscillations. C'est ça le fait. Tout petit, c'est-à-dire que notre espace-temps est quand même très très rigide. Voilà. Donc étant donné qu'il est très très rigide, il faut des objets extrêmement massiques et qui sont en mouvement rapide, voire accéléré, pour provoquer ces oscillations, petites oscillations qu'on va observer sur Terre. Donc évidemment, une question en tant que physicien, c'est on se dit, peut-être qu'on peut générer des ondes gravitationnelles soi-même et faire une expérience et les récupérer par une expérience. Votre fils n'est pas assez lourd. Voilà, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour tester expérimentalement ceci, on fait faire appel à l'espace, des phénomènes du cosmos, mais qu'on va quand même détecter sur Terre. Voilà, c'est ça un peu le filigrane. Alors, juste pour rester sur cette détection, c'est extrêmement petit. J'ai lu le milliardième du milliardième de centimètre. C'est ça? C'est ça. Par exemple, si on prend la distance entre le Soleil et la Terre, ça consiste à avoir une petite variation de cette distance Terre-Soleil d'une petite variation qui est le proton.
par exemple. De la taille du proton. De la taille du proton. Ça veut dire rien, quoi. Enfin, rien. Ouais. C'est pas rien. Mais c'est déjà... Parlons d'un atome. C'est quand même très... Voilà. Bon. Donc c'est... D'où les instruments, d'où les détecteurs. Et si on prend un autre exemple, c'est par exemple le Soleil à Proxima du Centaure, et ben là, c'est une petite variation de la taille d'un cheveu. Donc c'est très... Voilà, donc pour une autre image, pour s'imaginer en fait la petite variation. Bon, donc les physiciens inventent ces instruments que sont Virgo, LIGO, et puis ceux qui vont venir, qui sont en cours de construction aujourd'hui, c'est-à-dire en fait des instruments qui vont tenter de mesurer cette infime variation. Alors il y a beaucoup de techno, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a du laser, il y a des miroirs, le tout est dans le vide, il faut éliminer les vibrations et tout. Mais le principe, c'est vraiment par l'interférométrie, donc en mesurant 2 chemins de lumière, on essaie d'attraper cela et à un moment donné, ça marche. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un interféromètre. Donc moi, je l'ai étudié en classe de prépa, l'interféromètre de Michelson, où on a un laser en entrée. Comme tu l'as dit, il passe par une séparatrice. Donc là, il y a la lumière qui est passée dans un bras et dans un autre, en fait, c'est perpendiculaire. Et ensuite, la lumière fait un aller-retour jusqu'au bras, et puis va revenir, la lumière va se combiner, et après, normalement, si le chemin optique est similaire, on ne voit pas de perturbation. Mais au passage de cette onde, c'est une onde, là, on va avoir une petite différence du chemin optique de la lumière dans un bras et dans un autre. Donc, il faut que ces bras soient très grand. Donc, pour Virgo, c'est 3 km, pour LIGO, c'est 4. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va avoir aussi des miroirs qui vont permettre à la lumière de faire des allers-retours pour faire une sorte d'interféromètre virtuel avec des bras encore plus longs. Et c'est comme ça, en fait, c'est cette recherche instrumentale qui démarre des années 60 jusqu'en 2015 qui arrive à une détection, mais une détection astrophysique. On voit un phénomène astrophysique. Donc, il y a cet événement qui est observé, et pas par un seul, mais par plusieurs instruments. Donc, ça prouve que ce n'est pas un artefact. C'est ça. C'est-à-dire que là, il y a non seulement la relativité générale qui permet à partir du signal que l'on récolte, en fait, que l'on mesure, on peut tout de suite retrouver avec la théorie que ce signal qu'on attend est celui qu'on mesure et celui qu'on attend, mais aussi les 2 signaux sont similaires. Donc, comme tu l'as dit, en fait, il y a beaucoup de bruits qui font que notre interféromètre il est affecté de perturbations. Voilà. Alors à ce moment-là, tout de suite la conclusion, elle est d'ailleurs assez extraordinaire parce que la théorie est prête. C'est fantastique. Oui. Y a une partie. Une partie, voilà. Tout de suite, la conclusion des chercheurs, c'est de dire nous avons assisté à la collision entre 2 trous noirs. Un d'une masse, alors je crois que c'est à peu près une 32, je crois, masse solaire, et l'autre un petit peu moins. Et donc, les 2 sont rentrés en collision, en quelque chose, n'ont plus formé qu'un seul trou noir. Et c'est ce moment-là que nous détectons, parce que quand il se forme un seul trou noir à partir de 2, il y a un phénomène d'émission, de déperdition, en fait, d'énergie qui est tellement important qu'il est capable de déclencher un murmure, un mouvement dans l'espace-temps. C'est ça que j'ai bien compris? C'est ça, en fait, c'est les trous noirs orbitent l'un autour de l'autre, autour de leur centre de masse, c'est le barycentre des masses. Bon. Et en fait, elles émettent en fait des ondes gravitationnelles parce que c'est un système composé de 2 masses, donc c'est un système un peu asymétrique. Et au cours de leur orbite, leur phase spiralante, on appelle ça une phase spiralante, elles vont se rapprocher par effet gravitationnel. Elles se rapprochent parce qu'il y a une émission gravitationnelle. Et dans les derniers cycles, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas que le moment où elles fusionnent, les trous noirs fusionnent, mais aussi les derniers cycles où on peut voir dans notre fenêtre en fréquence que non seulement ces trous noirs, la phase spiralante et la phase de fusion. Et pour le premier événement, on a même vu le rebond du trou noir nouvellement formé. Donc, le rebond, c'est-à-dire c'est-à-dire le trou noir on a vu la signature gravitationnelle du nouvel trou noir nouvellement formé, ce qui n'est pas forcément de façon systématique.
Voilà. Donc, ces ondes gravitationnelles, en fait, il faut savoir que le trou noir nouvellement formé n'a pas la masse, la somme des masses des 2 trous noirs initiaux, puisque une partie a été émise par effet gravitationnel. Et c'est pas une petite partie. Non, il me semble 3 masses solaires de mémoire, mais 3 masses solaires, 3 fois la masse du Soleil. D'un coup d'un seul. Quoi. Oui. Bon, ouais. Alors, on va dire que le pic en énergie est vraiment au niveau de la collision. Quoi. Alors, tu disais que tu étais en thèse à ce moment-là. Exactement. Comment te vient l'idée aussitôt, presque, de se dire il faut absolument qu'on trouve, au moment où on entend en quelque sorte ces vibrations de l'espace-temps, il faut qu'on trouve d'où ça vient, il faut qu'on mette en place un système de détection qui s'appellera Grand-mât par la suite, pour essayer d'attraper pas visuellement, par d'autres messagers lumineux, électromagnétiques, ce qui se passe. C'est immédiat l'idée que finalement, il faut qu'on ait toutes les longueurs d'onde à disposition pour savoir ce qui se passe. Voilà. Comment c'est né dans ta tête, quoi? Oui, donc en fait, donc j'étais en 2016 et je m'intéressais vraiment aux signatures, signaux lumineux associés à ces collisions. Mais en fait, dans la relativité générale, il n'y a pas que la fusion de 2 trous noirs, il peut y avoir la fusion d'objets moins compacts, qui sont les étoiles à neutrons, c'est-à-dire des étoiles mortes, entre guillemets, mais moins compactes que les trous noirs. Et donc ces étoiles à neutrons, dans étoiles à neutrons, il y a neutrons. Et donc il y a matière, donc il y a interaction de matière, si elles s'entrechoquent, dit lumière, en fait. Et donc la lumière, c'est ce messager qu'on veut capter parce que ça nous donne une information complémentaire de l'information contenue dans le signal d'onde gravitationnelle. Et donc pour moi, ce qui m'a passionné, en fait, c'est que par la relativité générale, on connaît les masses de ces objets, mais on connaît la distance. C'est quelque chose qui est très difficile à l'heure actuelle d'obtenir avec une astronomie traditionnelle. Il y a plusieurs techniques, mais ça, on a directement une mesure de la distance. Par le signal d'onde gravitationnelle, on a une connaissance sur les masses. Donc moi, quand j'étais en thèse, je travaillais sur les sursauts gamma, qui sont des signatures en fait de matière éjectée, pouvant être éjectées au moment, par exemple, de la collision de 2 étoiles à neutrons. Mais on ne connaissait pas très bien la nature de l'objet central ou de l'objet formé. Enfin, voilà. Et donc, ce qu'on appelle le progéniteur d'un sursaut gamma. Mais avec les ondes gravitationnelles, on est capable de connaître ce progéniteur. Donc, tout de suite, ça m'a intéressée de mieux comprendre, en fait, le scénario astrophysique que j'étudiais, moi, au travers de la lumière gamma. C'est ça qui m'a motivée. Mais sur l'aspect Grand-mât, et je pense qu'on va en reparler, en 2016, j'avais pas j'avais pas connaissance de toute cette ampleur en fait pour récolter la lumière. Ouais. C'était pas quelque chose sur lequel j'avais travaillé, et c'est vraiment en me plongeant dans ce groupe LIGO Virgo que je me rends compte que les détecteurs d'ondes gravitationnelles sont pas des télescopes, et bien qu'on peut avoir la distance, et bien en fait on localise très mal. Localiser très mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pan de ciel, hémisphère nord, hémisphère sud, ou c'était quoi? Non, un peu mieux, mais pas forcément mieux des fois. Et alors, comment on monte un système comme ça? On appelle les observatoires en disant bonjour, je m'appelle Sarah Antier, alors voilà, je voudrais bénéficier de vos télescopes, mais alors je vous préviendrai très peu de temps avant, et ça va durer juste le temps d'un signal. Donc comment on monte un projet? En fait, déjà, c'est la motivation, c'est-à-dire que là, on est sur des phénomènes transitoires, une demi-seconde pour les ondes gravitationnelles, mais qu'en est-il de la durée du signal électromagnétique? S'il était immuable, ou on pourrait l'observer pendant une année, on pourrait, même s'il y a une localisation pas très précise, passer toute l'année à observer pour déceler la signature lumineuse. Donc, c'est pas le cas, en fait. Ouais. Ça dure combien de temps? Ça dépend du phénomène, mais on va dire on est de l'ordre de quelques jours à quelques semaines pour les observatoires que l'on a à l'heure actuelle. Donc, il y a une course contre la montre qui fait qu'il faut travailler un peu ensemble. D'autre part, en fait, il y a eu cette découverte de 2017 où, et au fur et à mesure des observations, puisque j'ai pris part au ce qu'on appelle le suivi, c'est-à-dire dès qu'il y a... il faut aussi savoir que ces phénomènes,
On décide pas quand l'univers va nous dire attention, il y a un truc, tenez-vous prêts. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une alerte d'onde gravitationnelle, de fusion de 2 trous noirs aujourd'hui. Et on décide pas, en fait. C'était vers midi, je déjeunais, je crois même que... Voilà. Donc, on décide pas. Aujourd'hui même, hein. Oui, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Donc, on se décide pas, en fait. Donc, aujourd'hui, à midi, en France, il fait jour. Donc, on risque pas d'observer. Et puis, des fois, il pleut aussi. Donc... On s'entend. Voilà. Donc, c'est là où il faut appeler son collègue, etc. Bon, on est aussi, des fois, en fait, c'est pas tout le ciel, mais quand on a un télescope, on voit pas tout le ciel. Donc, des fois, c'est dans des régions où notre télescope, en France, en fait, il va pas pouvoir voir cette zone qu'on dit de recherche. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est titré « La nouvelle astronomie », c'est quelque chose de très populaire. Et donc... la plupart, c'est j'ai mon télescope, je fais ce que je veux et pourvu que je tombe sur, comme au loto, quoi, je tombe sur le jackpot. Oui, parce qu'il y a déjà eu des prix Nobel sur les ondes gravitationnelles. Donc voilà. Et donc, après 2017, donc cette première détection multimessager, on va en reparler. Oui, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Oui, on peut en parler maintenant. Du coup, voilà. On ne remet jamais à une date ultérieure. Exactement. Donc, en 2017, donc on était dans cette routine. Enfin, routine, attention, parce que 2016, 2017, il me semble qu'il y en avait eu, je me souviens plus, mais je dirais qu'il y en a eu 11, je crois, entre 2016 et fin 2017. Détection. Voilà, détection d'émissions d'ondes gravitationnelles, toujours avec deux objets compacts. Et donc, on est dans une routine d'une alerte qui n'est pas forcément, qui est un signal intéressant, mais qui ne va pas forcément aboutir à une détection astrophysique, on est sûr. Donc, on avait à peu près une alerte par mois. Et on commençait à comprendre un peu trop sur la façon d'observer avec ces nouveaux joujoux, ces nouvelles alertes. Puisque avant, la question était en préparation, mais aucun on va dire astronome n'était vraiment, c'était préparé, mais pas tant que ça. Là, on a des alertes, donc on doit engager des stratégies, on doit braquer nos télescopes, on doit engager des analyses supplémentaires pour ceux qui ont la chance d'observer le ciel comme ça, comme les détecteurs gamma. Et donc, on comprend qu'il faut toute cette stratégie pour parler. Et donc, en 2017, en août, en plus, 17 août 2017, eh bien, il y a un signal qui est repéré par l'un de mes collègues allemands, mais qui n'est pas une alerte standard. Et surtout, il me semble qu'il n'est pas envoyé de façon automatique. Alors pourquoi ? Parce que dans l'un des 2 interféromètres, il y avait du bruit. Et donc, ce signal n'était pas si significatif que ce qu'il fallait. Mais ce chercheur-là, et puis d'autres, en tout cas moi je connais mon collègue allemand, se rend compte que c'est un signal qui est plus long. Ça veut dire qu'il implique des objets moins compacts que des fusions de trous noirs. Et de l'autre, à quelques secondes, on a une notice automatique disant qu'il y a une signature lumineuse d'un sursaut gamma, c'est-à-dire une bouffée de flash gamma. Et il se trouve que les objets astrophysiques qui émettent des bouffées de gamma, il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il faut des phénomènes très énergétiques. Et on a environ une alerte de sursaut gamma par jour. Alors, le fait qu'on ait un signal d'onde gravitationnelle et une alerte gamma en même temps, et qu'on sait que cette signature, elle peut être associée à ce phénomène d'onde gravitationnelle. C'est pas un hasard. Dans les quelques secondes, c'est pas un hasard. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'effervescence. Et la déduction, c'est que le géniteur, c'est quoi ? C'est la collision de deux étoiles à neutrons. Oui. On connaît la distance puisqu'on a le signal gravitationnel. Ils sont loin, Non, ils sont pas si loin que ça, mais quand même en dehors de notre galaxie. Hein. D'accord. On détecte. Mais ça, c'est la preuve qu'il est possible de lier les deux, quoi. C'est-à-dire la détection d'onde gravitationnelle et la détection dans un autre gamma. Donc et puis on voit que grosso modo, comme les sursauts gamma, c'est difficile de focaliser, n'est-ce pas, du rayonnement gamma.
on voit grosso modo que les zones de localisation se superposent, les zones de recherche. On n'est pas sûr de localiser très bien dans quelle galaxie, mais on voit que c'est compatible. Et donc, après avoir débruité notre deuxième détecteur qui avait une détection, mais voilà, on envoie une carte de localisation 5 heures plus tard. Donc, il me semble que le signal était vers 14 heures, donc 5 heures plus tard, il est 18 heures par là. Et donc, on attend en fait la nuit au Chili qui commence, je crois, vers 22h, 23h, heure française, pour pouvoir pointer, parce qu'il se trouvait que cette zone de recherche est observable que dans l'hémisphère sud. Donc, c'est ça qui commence cette course contre la montre. Et en fait, on avait du bol parce que notre interféromètre européen n'avait rien détecté, mais il n'avait rien détecté et on pouvait exclure certaines zones du ciel, parce que sinon, il aurait dû détecter s'il était dans cette zone du ciel. Donc là, des fois... la zone de recherche était... Nothing for something, on dit en anglais. Ça veut dire il a été aveugle parce qu'on peut, au niveau de l'orientation de notre interféromètre, on peut exclure des zones. Et donc là, c'était très profitable parce que non seulement il était prêt, donc notre univers proche, en fait, la répartition des galaxies dans l'univers proche n'est pas homogène. Et donc, on pouvait... sélectionner des galaxies à cette distance, à la distance fournie par le signal d'onde gravitationnelle, et qui pourraient héberger ce type de signal, c'est-à-dire qui étaient caractéristiques pouvant avoir des étoiles qui étaient déjà mortes et qui s'étaient rapprochées. Enfin, une densité d'étoiles assez importante pour qu'il y ait une... Voilà. Et donc là, il y avait à peu près 10 candidats. Donc, voilà, pointer un télescope sur 10 positions, c'était pas insurmontable. Et donc, dès que la nuit au Chili est arrivée, eh bien, les télescopes ont braqué pour observer ça. Et presque la plupart des télescopes ont détecté presque en même temps. Alors, on est 5 ans plus tard. Exactement. C'est ça, donc les campagnes d'observation se sont succédées en fonction de la disponibilité des instruments, à la fois gravitationnels, détecteurs d'ondes gravitationnelles, comme, je dirais, les multimessagers, on va les appeler comme ça, ceux qui sont dans d'autres longueurs d'onde. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Alors, on en est à la 4e campagne qui a démarré en mai ou juin. C'est ça, oui. Il y a très peu de temps. Il y a au moins une chose déjà qui est fascinante dans cette affaire-là, c'est qu'il y a plein d'événements. Plein de collisions. Collision trou noir, collision étoile à neutrons. On se dit, mais c'est invraisemblable. Il y a autant de trous noirs et autant d'étoiles à neutrons que ça qui font qu'on observe des collisions en plus. C'est pas des objets seuls qui... alors peut-être qu'il y a des collisions trous noirs, étoiles à neutrons, je sais pas, mais la première chose qui surprend, c'est de se dire qu'il y a beaucoup d'événements. C'était attendu, ça ? Oui, c'était attendu. Et puis, nos détecteurs sont beaucoup plus sensibles. Quand je dis nos détecteurs, parce qu'il faut bien se rendre compte que même si on a un détecteur dit européen à Pise, en fait, on travaille de concert avec les Américains. Toutes les analyses sont partagées. En fait, on ne fait pas de distinction. C'est la Terre entière. Oui, enfin, ceux qui font partie de la collaboration LIGO, Virgo, Kagra étant la collaboration japonaise. Et puis, il y a les Australiens et tout ça. Donc oui, c'était attendu. Après, ça reste toujours des candidats. Mais oui, j'ai regardé ce matin, on en est à 80 depuis juin. 74, je crois, pour être précise. Donc ça augmente. Sachant qu'entre 2015 et 2020, on avait 90 détections sûres. Donc, on est vraiment dans une autre ère où on détecte de plus en plus. Et c'est là où c'est intéressant en astrophysicienne, en tant qu'astrophysicienne, parce qu'on est vraiment de passer de l'événement sensationnel, regarder sur toutes les coutures, comprendre et regarder ce qu'on n'a pas compris aussi, c'est important, à une nouvelle astronomie qui est vraiment plus sur les catalogues et peut-être sur les populations, des milliers de détections peut-être dans 4-5 ans. Où on va se dire, mais donc tous ces trous noirs, ils viennent d'étoiles qui étaient en vie. Est-ce que ça correspond, est-ce que ces étoiles proviennent au pic qu'on connaît, au Star Formation Rate, le taux d'étoiles en formation qu'on connaît? Est-ce qu'en fait, non, ce sont des trous noirs qui ont fusionné avant, en fait, ils viennent d'une génération d'avant? Ben oui, mais il faut que ça corresponde avec le temps de notre univers, l'âge de notre univers. Donc, c'est toutes ces questions
où l'astrophysique, l'astronomie traditionnelle va permettre d'affiner toutes ces informations. On a une meilleure description de ce qu'est une étoile à neutrons aujourd'hui, après avoir observé finalement les collisions entre étoiles à neutrons. On a une certaine idée de je dirais de la géographie ou de la géologie. Je ne sais pas quel mot utiliser de l'étoile à neutrons. Et à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui se passe dans cette matière condensée? Du coup, c'est tout l'intérêt de l'astronomie multimessager. Donc déjà, on n'a pas eu une dizaine de collisions d'étoiles à neutrons. Pour l'instant, on est de mémoire à 2-3 maximum. Donc on en est toujours... Voilà, c'est plus la population de fusion de 2 trous noirs et puis fusion de 2 étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons trou noir, on les compte quand même sur les doigts d'une main. Donc déjà... Mais ce qui est très important, ce qui est intéressant, c'est quand ces 2 étoiles à neutrons tournent l'une autour de l'autre vers les fins avant de fusionner, elles vont un peu se déformer, s'attirer l'une par rapport à l'autre et éjecter de la matière. Et c'est là qu'on va comprendre un peu plus la structure de l'étoile à neutrons. Et pour moi, ça me fascine parce qu'au cœur de on a cette matière qui est très dense, puis à un moment, ça devient un trou noir en fait. Très dense, il faut dire ce que ça veut dire, très dense. Je sais pas, je n'ai pas de référence là, mais c'est très, très, très ultra dense, à tel point que peut-être que... On met la Lune dans un dé à coudre ? Non. Pas complètement. Non, je sais pas, j'ai pas cette... Je sais juste qu'une étoile à neutrons, elle a comme rayon, elle fait par exemple 1 fois 4 fois la masse du Soleil. Et elle a un rayon, la taille de Manhattan, 10 km, ou Paris. C'est très dense. C'est ça, c'est très dense. Et donc, à l'intérieur de cette étoile à neutrons, peut-être qu'il n'y a plus... il y a je sais pas, une espèce de soupe de quark. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment tester, en fait, les particules élémentaires dans des conditions qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Donc c'est tout ce travail. Et donc sur l'astronomie multimessager, qu'est-ce que ça nous dit en fait? D'un côté, le signal gravitationnel vont nous dire sur la déformabilité de ces étoiles à neutrons, mais si elles sont déformables, quelle est sa composition? Quelle est sa composition à l'extérieur et quelle est sa composition au centre? Donc un peu dépecer une étoile à neutrons. Et de l'autre, la lumière, donc avec grand mât, avec le réseau de télescopes par exemple que j'ai formé avec mes collègues, eh bien on va plus comprendre cette lumière qui vient de l'éjecta, c'est-à-dire de la désintégration de ces 2 étoiles à neutrons, ces éjectats de matière qui ont été projetés. Et ben oui, mais la manière dont elles se désintègrent, ça montre aussi comment, au travers de la lumière et l'intensité de la lumière produite, ça montre un peu comment aussi, quelle est la structure. Donc il faut que, par ces 2 messagers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, il faut comprendre si on arrive à la même conclusion, quelle est la composition de ces étoiles à neutrons. Ça fait quoi? Ça fait des jets, des flashs, qu'est-ce qui ressort de ça? On a une certaine vision Oui, on n'est pas là pour observer, mais ce qu'on a comme modèle, c'est plutôt on voit des espèces d'étoiles à neutrons qui se désintègrent avec des espèces de queues de matière, juste avant qu'elle fusionne. Et ensuite, on a un espèce de débris. Donc, après, il y a un nouvel objet qui est formé. Ça peut être une grosse étoile à neutrons ou un trou noir, mais on a une espèce de débris de matière autour du nouvel objet dit compact qui va produire, par exemple, un jet de matière. Alors, on ne sait pas très bien comment, déjà. Un jet de matière très collimaté qui fait que si la Terre n'est pas dans l'axe, on ne risque pas de l'observer. Ouais. Et donc les sursauts gamma, par exemple, proviennent de ce jet de matière. Mais de l'autre, on a aussi ce disque d'accrétion qui va disparaître et qui va être éjecté un peu dans toutes les directions. Là, on va aussi voir de la lumière. Et donc, il va y avoir des éléments qui vont être formés, puisqu'il y a étoile à neutrons, dans étoile à neutrons, il y a neutrons, et puis on va avoir les protons. Et par processus radioactif, ça va chauffer le milieu environnant. Et c'est ça qu'on va observer et qu'on appelle la kilonova, qui est aussi un phénomène qu'on présupposait exister. On avait des suppositions, des observations, mais là, c'est vraiment en 2017 qu'on se rend compte que des éléments lourds peuvent être formés au niveau de la collision des étoiles à neutrons
et décrire ce phénomène dit de kilonova. Pourquoi kilonova ? Parce qu'ils disent que c'est 1000 fois la luminosité de la nova, mais c'est un peu comme quand on est observateur, en fait, souvent on nomme des choses par rapport à ce qu'on connaît, et ensuite vient la théorie, en fait. Enfin, la théorie est présupposée, mais c'est d'une manière observationnelle. C'est un peu comme les sursauts gamma, on appelle ça les sursauts gamma parce que ce sont des flashs de photons gamma, mais au final, ils ne proviennent pas forcément du même phénomène astrophysique. Ce n'est pas corrélé aux collisions d'étoiles à neutrons. Donc c'est toujours assez... C'est marrant, c'est comme supernova, c'est pas forcément l'effondrement en étoile massive, ça peut être aussi deux systèmes où il y en a une qui accrète de son compagnon. Donc c'est toujours aussi la beauté de la recherche. C'est vrai que j'ai oublié une chose aussi qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que finalement notre Soleil est un vieux célibataire, enfin pas un vieux célibataire, c'est un célibataire, mais la majorité des étoiles sont doubles, voire triples, donc ça veut dire que la fin des systèmes fait que on peut avoir plus de chances d'avoir des objets denses qui rentrent en collision les uns avec les autres parce que c'est dans des systèmes multiples, c'est ça ? C'est ça exactement, ou alors des systèmes isolés mais qui sont très 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 proches. Ouais. Alors il y a une chose que j'ai trouvée absolument fascinante dans ce que vous faites avec toutes les équipes, c'est que on dit toujours que c'est dans la mort des étoiles que se forment les... Alors c'est la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire au moment où les étoiles meurent, qu'elles créent des éléments complexes. Et vous expliquez que vous avez observé, en quelque sorte, la fabrication de ces éléments qu'on ne trouve pas sur la Terre, qu'on ne trouve pas, pardon. D'origine cosmique, qu'on ne peut pas reproduire. Oui, et l'alchimie, malheureusement, ça ne marche pas très bien. Bah non, c'est difficile. Donc, voilà. Avec, par exemple, du platine, de l'or, ce sont des choses qui sont observables. Donc on voit des dérivés, c'est-à-dire de manière indirecte, mais oui, on a des preuves formelles de la formation de ces éléments. Après, ces éléments peuvent être formés sur d'autres types de phénomènes, comme l'effondrement d'étoiles massives, dont on n'a pas encore observé le signal d'onde gravitationnelle. Mais c'est vrai que sur l'or et sur d'autres éléments lourds, on n'avait pas cette preuve formelle. Et voilà, quand on dit qu'on est poussière d'étoiles ou quand on dit mais l'or, en fait, il n'a pas été formé dans notre système solaire, voire même il n'est peut-être pas formé plus que ça, la quantité n'est peut-être pas formée dans notre galaxie. Peut-être qu'il a été importé d'une autre galaxie qui aurait collisionné avec la nôtre. Ou... C'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter, en fait. Que ça vient de très loin. Ouais. Il y a une chose qui est aussi très difficile quand on est extérieur au domaine à appréhender, c'est on se dit, mais bon, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire c'est un signal qui est quand même extrêmement ténu, rare, même s'il y a beaucoup d'observations maintenant. Il y a de la théorie derrière. Comment est-ce que, je vais être un peu provoquant, mais comment est-ce que tu peux être sûr que les conclusions qui sont présentées aujourd'hui dans les articles scientifiques n'ont pas une part de spéculation et que finalement c'est un peu limite parce que ça manque encore une fois d'observations peut-être encore plus pointues, quoi. Il va falloir perfectionner les instruments, non ? Non, parce qu'en fait, on a vraiment le signal qui est pareil dans un détecteur à un autre. Enfin, je n'entends pas beaucoup de gens qui remettent en question ça. Et puis ensuite, ça corrobore avec la théorie de la relativité générale. Par contre, c'est vrai que sur ces interféromètres, ce qui est difficile, c'est qu'ils fonctionnent et qu'ils soient extrêmement sensibles parce que le bruit, par exemple, juste l'activité humaine, on le perçoit en fait dans nos interféromètres. Quand on voit, pour Virgo, le matin à 8h, on voit une perturbation et puis à 18h... Les gens qui partent travailler, c'est ça, voitures, on voit plus de bruit. Aussi les phénomènes de marée, parce qu'à Pise, il y a la mer, il y a les montagnes un peu derrière, on voit ça. On a d'autres bruits qui font qu'on ne peut pas être plus sensible, parce que la question toujours, c'est voir plus loin. Parce que plus on voit plus loin, en volume, on voit beaucoup plus d'événements. Et en fait, des fois, on est limité par juste
des phénomènes physiques, par exemple le laser, donc on reparle un peu de la technique, mais ce laser, en fait, juste le fait que les photons de cette lumière tapent le miroir, en fait, ça apporte une pression qui peut peut-être faire varier. Ou alors, la puissance du laser qui va chauffer un peu le miroir, qui va aussi perturber. Donc c'est vraiment, on comprend assez bien, en fait, les bruits. Donc c'est pas seulement on a un signal, c'est aussi de comprendre aussi tous les bruits. Il y en a qu'on comprend pas évidemment, mais il y a un gros travail là-dessus aussi qu'il faut penser, et le faire travailler tous les sous-éléments ensemble, c'est vraiment très impressionnant. Et donc là, pour Virgo, en ce moment, il est en phase toujours de réglage, parce qu'on a changé pas mal de choses pour être plus sensible. Mais en changeant pas mal de choses, on est en train d'ajuster pour faire fonctionner le tout. Et c'est extrêmement compliqué. Et des fois, on nous pose la question de « Ah oui, mais les Américains ont fait ça, pourquoi vous ne faites pas la même chose ?» etc., etc. Non, parce qu'on a aussi notre recherche à nous, nos choix à nous, on a notre environnement à nous qui est à Pise, et c'est différent en fait. Donc c'est tout un peu un orfèvre, je ne saurais pas comment dire. Un travail de dentelier. Quoi. C'est ça, pour faire fonctionner ces instruments. Ouais. Et donc c'est pas juste magique, et donc on risque pas de se dire si c'est... Mais bon, c'est de la recherche. C'est de la recherche. Évidemment, on peut remettre en question plein de choses peut-être plus tard, dans un siècle, je ne sais pas. Peut-être moins, mais peut-être moins. Et comme c'est de la recherche, il y a aussi de la science participative. Et l'idée est géniale, c'est celle de dire, finalement, plus on sera de fous, plus on sera d'observateurs, mieux ça sera. Donc, faisons appel aux astronomes amateurs. Aux astronomes amateurs pour être avec des télescopes prêts à réagir à une alerte. Quel était l'esprit, quel est le principe de mise en place à ce moment-là pour la science participative avec des amateurs pour essayer d'attraper ces phénomènes? Comment ça marche? Donc à partir du moment où on sait que c'est un phénomène transitoire, à partir du moment où on sait que c'est un phénomène rare, il ne faut pas louper l'occasion. Oui. Donc et qu'on a compris qu'on est mieux à se coordonner ensemble au niveau professionnel, c'est-à-dire là, la nuit va tomber. Bon, là, j'ai mis mon téléphone sur off, mais on pourrait observer... Il y a des nuages. Oui, mais à Nice, peut-être pas. On pourrait peut-être observer quelque part en France, et puis après passer le relais au niveau de la mairie. Donc, on se dit, une fois qu'on a fait toute cette organisation, pourquoi pas demander aux astronomes amateurs de participer à cet effort collectif. Et c'est comme ça qu'un an plus tard, en 2019, parce que Grand-Ma a été créé en 2018, en 2019, on fait cet appel à la radio pour que les astronomes amateurs participent. Et là, on est à peu près plus de 150 personnes qui sont prêts en cas d'alerte d'onde gravitationnelle intéressante. Et on a vu cet engouement, en fait. Avec une alerte possible quelques heures auparavant? C'est-à-dire ils sont prévenus quelques heures auparavant, dès qu'il y a un signal. Dès qu'il y a un signal, ils sont prévenus presque en même temps que nous. Parce que tout est automatique, et puis s'ils peuvent observer, mais eux, après, ils observent plutôt quand ils sont disponibles. Quoi. Ouais. Donc, et donc, en fait, ils fouillent dans le ciel, dans des régions. Oui, voilà. Et donc... en général, les astronomes amateurs n'ont pas de télescope grand champ, on va dire. Donc, on va leur donner des galaxies qui pourraient héberger le signal d'onde gravitationnelle, la même stratégie que pour l'événement du 17 août 2017. Et en plus, les astronomes amateurs nous demandent, mais on veut s'entraîner pour pas louper... Organisez-nous une explosion. Voilà, une campagne de test, ils nous disent. Oui, organisez. Mais donc, du coup, on cible aussi d'autres types de sources, puisqu'on a tout ce potentiel. Par exemple, les sursauts gamma ou les supernovas. Et pour moi, ce dont je suis fière, c'est que ces astronomes amateurs font partie de nos publications scientifiques, apportent des mesures de qualité, puisque l'astronomie amateur, ça peut être des discussions au sein d'un club ou de la photo. Hein.
Mais là, on parle vraiment de la mesure. Et donc, il y a d'autres techniques. C'est des images en noir et blanc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas du tout pareil. Et c'est les scientifiques qui prennent cette mesure. Mais vraiment, parmi les astronomateurs, il y en a même qui fournissent les mesures. Et donc, il n'y a plus vraiment la barrière est très poreuse entre l'observateur professionnel et l'observateur amateur. Ouais. Et tu étais astronome amateur ou auparavant? Non, pas du tout. Comment tu es devenu scientifique? Eh bien, quel a été le déclic qui t'a emmené dans le ciel, si je puis dire? Mes parents étant ingénieurs, mon papa était fan de Star Wars et puis un jour il m'a montré le film Contact, où dans le film Contact, Jodie Foster. Oui, je me souviens plus son nom dans la fiction, mais en fait, voilà, tape des pieds et des mains pour continuer sa recherche et puis elle détecte un signal extraterrestre. Ouais. Et voilà, ça m'a passionnée qu'elle soit aussi passionnée et qu'elle se démène pour faire avancer son projet scientifique. Et je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire, être sur des instruments très grands, comme les interféromètres ou les missions spatiales, et faire avancer la recherche. Voilà. Oui, alors dit comme ça paraît simple. J'imagine que l'affaire a été sans doute un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui a compté le plus? Les gens que tu as rencontrés, les collaborations, qu'est-ce qui a été un élément clé ou des éléments clés dans ton parcours pour arriver à un poste d'astronome aujourd'hui? Pour arriver à un poste permanent. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de candidats, mais... Oui, il y a à peu près une quinzaine de postes par an pour être astrophysicien en France, donc c'est extrêmement peu. Il faut mettre ça en regard du nombre de doctorants qui sont en astrophysique, plus d'une centaine. Donc du coup, c'est vrai que c'est très difficile d'obtenir un poste et de faire de l'astrophysique toute sa vie ou de l'astronomie toute sa vie, payer pour ça, on va dire, ou pour faire de la recherche. Donc oui, il y a eu beaucoup d'obstacles, comme la plupart de mes camarades, mais disons qu'on ne réalise pas forcément. On fait des études universitaires, on obtient un master d'astrophysique. Ensuite, on se dit, bon, on va commencer le doctorat. Et puis après, le doctorat, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'au doctorat, on se dit, on va avoir un diplôme en plus. Ouais. Mais après, on a des post-doctorats qui sont en fait des emplois pour continuer à se former parce qu'on apprend tous les jours. Moi aussi, j'apprends tous les jours. Mais on ne sait pas quand on va être pris ou si on va être pris. Et donc, après le doctorat, on est dans cette phase de faire des concours, prendre des sélections. Est-ce qu'on veut rester en France? À quel endroit de la France on veut aller? Où on veut aller? Est-ce qu'on a le choix? Et donc, il y a une partie qui est aussi d'essayer d'acquérir des compétences en dehors de la France et donc partir à l'étranger. Ce que tu as fait? Non, ce que je n'ai pas fait. Justement, j'ai eu la chance d'avoir le prix lauréat à l'UNESCO et aussi par force de caractère, peut-être, je me suis dit que j'allais acquérir une compétence et un réseau international depuis la France pour pouvoir concilier mon projet personnel, devenir maman, et mon projet professionnel. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais ça veut dire beaucoup de voyages ouais. Pour avoir ses collaborateurs. Donc c'est vrai qu'en étant dans les ondes gravitationnelles, on a nos collaborateurs américains, australiens, anglais, allemands, tout le temps en fait en call. Donc c'est beaucoup plus facile, je pense, dans une mission internationale, d'acquérir des... Et puis on se disait une nouvelle astronomie, mais c'est peut-être aussi de nouveaux astronomes pour le compte, parce que l'astronomie traditionnelle, tu le dis, c'est plutôt l'astronomie optique, l'astronomie... c'est pas les ondes gravitationnelles. Donc, quelque part,
se crée un nouveau métier? Oui, c'est-à-dire que maintenant, on prend conscience que les interféromètres, c'est de l'observation et pas prendre des données, comme ce qui est le cas plutôt en physique des particules. C'est un changement de philosophie, de façon de penser. Et donc, c'est vrai que j'ai bénéficié du fait de ce plein essor et que j'étais une de celles qui permettait de faire le lien entre la physique, les physiciens et les astronomes. Et donc, j'ai été recrutée d'ailleurs pour ça, pour faire de Virgo, contribuer à ce que Virgo soit un observatoire comme d'autres. C'est un instrument et tu l'utilises pour observer le ciel, en fait. C'est ça. Alors, si tu as dit, mais c'était en 2018, tu as été lauréate de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Tu as parlé de coup de pouce. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune Sarah Antier aujourd'hui qui rêve comme toi de faire de l'astrophysique, de la cosmologie avec les nouveaux instruments, avec cette expérience particulière de devoir se battre pour exister sur tous les plans d'une vie professionnelle, personnelle, familiale. Quel conseil donnerais-tu? Eh bien, en fait, peut-être que j'aurais dit croire en ses rêves, mais là, je pense plutôt profiter de l'instant présent, parce qu'en fait, je pense que finalement, je pense aussi, on va dire, que il faut pas voir le job ou le doctorat comme une finalité. Il faut le voir, être chercheur, c'est plutôt un cheminement, en fait, une façon d'être. Et quand bien même on n'est plus par statut astrophysicien. On a fait ce cheminement et cet état d'esprit qui est de vraiment comprendre les temps longs, comprendre la patience, comprendre la persévérance. On est chercheur, c'est-à-dire on a été chercheur, on sera chercheur. Ça veut dire qu'on ne se base pas sur nos découvertes. Beaucoup de gens disent chercheur, ils cherchent mais ils ne trouvent pas, ou je sais quoi. Le truc de Gaulle, quoi. Oui. En fait, non, c'est parce qu'on est sur ce point où on connaît la connaissance à un instant T et on veut basculer pour aller toujours plus loin. Et cette côté de persévérance, cette côté de résilience, pour moi, c'est quelque chose que je veux rappeler aux gens qui veulent faire ce parcours, qui souhaitent faire ce parcours, que vous allez accéder à cet état d'esprit, ce cheminement, aussi ce raisonnement. On fait des choses très abstraites. C'est quand même quelque chose qu'on a, je pense, toute sa vie. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut être dans ce cheminement ou est-ce qu'on ne veut pas? C'est plutôt ça que je dis. Et puis, sur la science participative, c'est pas parce qu'on n'est pas astrophysicien ou astrophysicienne qu'on ne va pas contribuer aux grandes découvertes. D'ailleurs, donc je pense qu'avec ces sciences participatives qui est mise en avant par les instances et qui est en développement en Europe, eh bien, j'espère que les citoyens, en fait, prendront part à ces grandes découvertes. Alors, par un hasard de calendrier, aujourd'hui, c'est la fin d'une COP dont on dit qu'elle est historique. C'est assez régulier, mais en tout cas, celle-ci dit qu'il faut consacrer de façon définitive à terme le modèle carboné. On voit bien que les responsables font appel à la science, à la technologie pour essayer d'améliorer la situation. On se dit, a priori, l'astrophysique, la cosmologie, l'observation des étoiles à neutrons, il y a peu de chances que ça ait des retombées sur Terre. Mais j'imagine que tu n'es pas indifférente à cette question. Non, alors déjà, comme je l'ai dit, pour moi, les chercheurs sont un peu... on est fonctionnaire et on doit montrer l'exemple. Donc, il y a un grand... dans notre façon de travailler, donc évidemment, si on observe au Chili, on va essayer de limiter déjà notre impact carbone. Aussi, on achète des matériels un peu partout du monde. Donc, ça, voilà. Donc, on a aussi cette réflexion en amont parce qu'on est habitué sur les temps longs. On le pense maintenant, ça. Oui, on le pense maintenant. Et donc, notre façon d'être, j'espère, permettra en fait de rayonner. Alors, je ne dis pas qu'on est tous exemplaires, mais en tout cas, on est, dans notre métier, on est concernés, en fait. Voilà. Pas forcément, nous, on n'est pas sur le... On veut faire des chiffres. Voilà.
Aussi, il y a toujours une question, mais à quoi sert l'astrophysique? Je ne l'ai pas posé. Hein. C'est un peu ça. Donc, en fait, c'est assez... voilà, au-delà du carbone ou décarboné, il y a aussi ce new space, ce qu'on appelle voilà, où on veut commercialiser l'espace. Et pour ça, en fait, les industriels ne connaissent pas forcément la voûte céleste. D'ailleurs, les astronomateurs la connaissent peut-être mieux que certains astrophysiciens. Et donc, il y a cette part de « Ah oui, il faut observer, mais comment ?» pour comprendre toute cette commercialisation de l'espace. Et c'est là où on fait appel aux astrophysiciens. D'autre part, il y a un autre aspect, c'est le big data. C'est aussi très in, où en fait, on a tellement de données en astrophysique que aussi c'est un jeu de données pour l'humanité, hein. C'est accessible pour tester en fait des nouveaux algorithmes qui pourraient utiliser. Donc il y a aussi vraiment des ponts qu'on s'imagine pas. Et puis pour moi, je parle souvent de l'astrothérapie, c'est-à-dire astrothérapie. Oui, voilà. C'est la première fois que j'entends ce mot. Je sais pas, j'ai envie de le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que regarder le ciel, en fait, ça nous apporte un bien-être qu'on a peut-être oublié. On n'est pas en train de s'énerver en regardant le ciel. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui, pour moi, peut-être devrait être remis au cœur, en fait, de programmes scolaires, ou mieux comprendre cet univers, ou juste le contempler, parce que, voilà, ça rend joyeux. En tout cas, moi, ça me rend joyeux. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est important de rappeler. Je voulais conclure par Victor Hugo, qui s'est toujours beaucoup intéressé au ciel. D'ailleurs, il a observé le ciel ici, pas très loin de l'observatoire, dans une lunette. Et il raconte son observation de la Lune. Et dans ses proses philosophiques, il a cette phrase s'interrogeant sur l'avenir de la science. Est-ce fini, dit-il? Fini? Mais quel est ce mot? Améliorez votre télescope et vous verrez. Merci Sarah. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.